Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode du podcast Ifra Café. Alors aujourd'hui, c'est moi, Rita, qui vais vous présenter l'épisode et je suis toujours accompagnée de mes fervents amis Sabrina. Salut! Jalil. Hello! Et Sofiane. Hey! Comment ça va les amis aujourd'hui? Ça va, super forme. Non mais là les gars, faut mettre un peu plus d'enthousiasme là. Yeah! Voilà. Ça va. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde de football masculine. Parce que c'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle et tout. Et avant de commencer, j'aimerais faire une intervention pour féliciter le Maroc pour sa qualification en demi-finale. Mabrouk! Yes! Félicitations! Et la France aussi. Alors, pour cet événement inédit, s'il vous plaît, j'ai sorti le maillot du Maroc et le drapeau de la France. Et donc, je voudrais chanter une petite chanson pour féliciter mes deux équipes. Alors, مبروك علينا هادي البداية ومازال ايوه مبروك علينا. Sofiane. Vous êtes dépassés. Ça part en roue libre. Ah ouais, écoutez, il fallait que je fasse cet hommage à mes deux équipes qui vont jouer l'une contre l'autre en demi-finale. Mais on reviendra à la fin de l'épisode pour savoir pour qui je suis et qui je soutiens dans cette demi-finale, parce qu'on m'a posé énormément cette question. Mais avant ça, donc on va parler de la Coupe du Monde. Et il y a eu plusieurs problématiques, plusieurs questions qui ont été mises en avant pour cette Coupe du Monde. Et donc, avant de commencer tout ça, on va parler de la FIFA. Donc la FIFA, c'est la Fédération internationale de foot. Et je voulais d'abord parler d'elle parce que comme c'est elle qui organise, c'est quand même elle qui est censée faire en sorte que tout se déroule bien. Or, on a bien vu que pour cette Coupe du Monde qui se déroule au Qatar, il y a eu beaucoup de polémiques. Et je voulais juste dire que la FIFA, il y a beaucoup de polémiques autour de ce sport-là, du foot. Notamment, et ça a commencé en 2015, ça a été le début de la descente aux enfers pour la FIFA. Puisqu'il y avait Monsieur Letter, qui était l'ancien président de la FIFA, qui a été inculpé pour fraude. Il n'y a pas eu que lui, il y a eu d'autres représentants, d'autres dirigeants de la FIFA qui ont été inculpés par le FBI. Donc il y a eu... Ah ouais, c'est parti très loin. Et donc le FBI a eu contre eux 47 chefs d'accusation. Dont certains étaient à propos de rackets, de fraude financière, de blanchiment d'argent, et cela durant 2 décennies. Attends, 2 décennies. Genre la FIFA raquette des gens. Il y a eu... Je pense que c'est pas les mêmes raquettes du quartier, mais bon. C'est de plus gros raquettes, du coup. C'est le même principe. Exactement. Mais ça, c'est, si je me permets, genre, je crois que les accusations ou les arrests ont eu lieu en 2014, 2015, je crois. 2015. Ouais, c'est ça que Rita a dit. Mais en gros, depuis 2 décennies, c'est genre quasiment depuis son invention, la FIFA fraude, en gros. Alors, son invention, c'est quand même 1930 et quelques, ça. C'est Bah 2 oui. décennies, elle a dit. Ah, 2 décennies. Ouais, non, c'est vrai. Pardon. Dans ma tête, c'était 2 siècles. J'étais là comme 2 quoi? siècles. Ouais, j'étais là comme what? Je suis désolée, je suis mal réveillée. Non, 2 décennies. Et en fait, le rôle de la FIFA, c'est surtout de protéger les valeurs du sport et du foot. Mais quand on voit que cette FIFA même a 47 chefs d'accusation, on se pose vraiment la question de savoir est-ce qu'ils jouent vraiment leur rôle et est-ce que c'est pas eux qu'on devrait pointer du doigt au lieu de pointer du doigt le pays organisateur, les joueurs de foot, etc. Donc, je voudrais vous poser la question de savoir, à votre avis, qui doit être responsable pour le choix du pays organisateur. Est-ce que c'est la FIFA? Est-ce que c'est les pays qui votent? Quel est votre avis sur cette question? Oh là 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 là. Moi, je pense que c'est un travail qui doit se faire des deux côtés, parce que dans le choix des pays,
FIFA étant l'organisation qui gère les Coupes du Monde depuis quand même pas mal de temps, c'est elle qui a le plus de insight sur quelle est l'infrastructure nécessaire, quelles sont les bonnes pratiques pour assurer le bon déroulement d'une Coupe du Monde. Donc il faut que FIFA justement ou une autre organisation qui remplace FIFA, je sais pas, mais moi je pense que c'est bien d'avoir un body, une organisation qui fixe certaines conditions pour qui peut avoir la Coupe du Monde, ou si vous êtes choisi, bah faut que vous faites un travail de votre côté pour assurer le bon déroulement. Puis aussi un vote pour les pays, mais si je comprends bien, FIFA c'est un petit peu représenté par différents délégués de différents pays. Exactement. Je pense que leur argument serait, bah, nous on est un peu comme l'ONU du sport ou l'ONU du foot. Techniquement, on est à la fois l'organisation et les représentants, on va dire entre guillemets, des pays. C'est ça, mais ce qui s'est passé en fait, c'est que il y a beaucoup de corruption et certains pays vont payer certains dirigeants de la FIFA pour que ils puissent avoir la Coupe du Monde, et c'est ce qui a notamment été reproché pour le Qatar. Donc la première chose qui a été dite, c'est pourquoi vous donnez la Coupe du Monde au Qatar, et donc ça veut dire que le Qatar a donné de l'argent à la FIFA. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, sûrement que ça a été fait comme ça, mais dites-vous qu'il y a d'autres pays qui ont participé à cette fraude, notamment la France et Nicolas Sarkozy. Donc au final, c'est tous les pays qui sont concernés et c'est tous les pays qui ont fraudulé. Donc remettre la faute juste sur le Qatar, je trouve que c'est assez simpliste et c'est vraiment dommage de faire ce raccourci. Mais tu sais, ça se remarque dans pratiquement tous les domaines, hein. Tout ce qui est organisation internationale, il y a toujours des cas de fraude. Et puis le problème, c'est que vu que la Coupe du Monde, ça rapporte des sous à ces pays-là, clairement tous les pays veulent que la Coupe du Monde se passe chez eux. Bien Ça, sûr. c'est naturel, tu vois. Et s'ils sont en concurrence avec certains pays où ils trouvent qu'ils ont peut-être pas l'expertise, ou genre ils ont pas les moyens qu'il faut, ils vont essayer de corrompre. Ça, ça se fait à tous les niveaux. C'est sûr, mais le Qatar a les moyens, clairement. Ouais, mais oui, il a les moyens de corrompre, c'est sûr. Mais est-ce que quand le choix du pays organisateur était fait, il avait les capacités pour accueillir la Coupe du Monde? C'est plus de ça je parle. Tu vois, comparativement à des pays comme la France ou les États-Unis, je sais pas. Tu vois, ils ont déjà peut-être les infrastructures qu'il faut. Ouais, Alors c'est que ça. le Qatar, on a vu qu'ils ont investi beaucoup pour mettre en place ces infrastructures. Ça, c'est un C'est point, ça. Oui, c'est oui, une oui. réalité, Ouais. mais dites-vous que tous les pays qui ont organisé la Coupe du Monde ont dû fabriquer, construire des stades, construire des hôtels, etc. Donc ça, je pense que c'est pas un souci pour le Qatar, puisque de toute manière, ils ont le financement pour le faire. Parce que la dernière Coupe du Monde qui a été faite en Russie, c'était la même chose. Les stades ont dû être construits dans différentes villes, tout ça. Donc, dans tous les cas, n'importe quel événement sportif, que ce soit par exemple les prochains JO qui vont se faire à Paris, il y a des structures pour recevoir les athlètes, les supporters qui vont être construits, qui vont devoir être mis en place. Donc, Oui. question financement, le Qatar a complètement les moyens. Non, ils ont les Ben, moyens. oui, ça c'est sûr. Ils ont les moyens. Je pense que Jalil voulait juste dire que peut-être qu'au moment de choisir le Qatar en tant que pays organisateur, fallait regarder si déjà il y avait un minimum d'infrastructures au lieu Exactement. de... parce qu'au final, ça a un peu accéléré le processus de construire. Ils ont construit 7 stades, il me semble, en 10 ans. 7 stades, un Les système hôtels. de transportation publique, C'est des ça. égouts, C'est genre- plus une ville. On s'entend que si c'était dans un autre pays où le foot est quand même assez présent, tu sais, il n'y aurait pas eu le gap, il serait pas aussi important parce qu'il y aurait déjà des stades d'un certain niveau. Mais d'ailleurs, genre, c'est comme, juste pour le point par rapport à FIFA, en fait, il y avait un représentant de FIFA, Jack Meld, je crois il s'appelle, qui avait comme clairement dit dans une conférence de presse, il a dit, en vérité, je vais dire quelque chose de mauvais,
mais les démocraties ne sont pas bien pour organiser des Coupes du Monde. Pour nous, c'est plus facile de travailler avec des régimes un petit peu plus autoritaires parce qu'il y a une seule personne qui prend des décisions et c'est plus facile justement d'imposer les conditions de FIFA. Et il n'y a si on personne passe qui par peut un- s'opposer, en fait. C'est ça. Ouais. So, like, ils ont une histoire quand même FIFA de deal avec beaucoup de dictatures dans le monde. Une des premières Coupes du Monde organisées, c'était l'Italie de Mussolini. So, il y a une histoire derrière. Mais, Genre, Clairement. Ça sonne un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ce qui est sûr, la dictature, comme tu l'as dit, Sofiane, c'est une seule personne, donc tu as juste, on va dire, à corrompre une seule personne s'il faut corrompre une personne. c'est ça, c'est ça. Tu vois, contrairement aux démocraties, il faut négocier. Tu vas aller parler de tout ce qui est impact environnemental. C'est bien, mais tu vois, genre, t'as beaucoup d'oppositions qui peuvent être soulevées, alors que dans la dictature, c'est juste comme, vas-y. genre, C'est plus on fait ça et facile, puis on en fait. ça, voilà. C'est plus juste facile de plus gérer, facile, ouais. Clairement. Et puis donc pour passer à un autre point, vous avez sûrement vu ça passer, mais il y a beaucoup de pays, de médias qui ont appelé au boycott. Donc j'ai plusieurs questions par rapport à ce sujet-là. La première, c'est est-ce que pour vous le boycott est efficace? Non, Pas du tout. D'accord. Pas Alors du tout. moi, une autre question pour voir si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que pour vous le boycott doit être le choix doit être donné aux spectateurs, aux gens qui vont regarder, ou est-ce que ça doit être la responsabilité des dirigeants? Parce que le problème, c'est que les dirigeants des pays ont donné cette Coupe du Monde au Qatar, et ensuite, ces mêmes dirigeants-là imposent ou demandent au peuple, aux supporters, de boycotter un choix que eux-mêmes ont fait. Puis je voudrais qu'on parle et qu'on discute à propos de ce point-là. bah en vrai, c'est vraiment ridicule de demander aux gens de boycotter parce que déjà les pays, les gouvernements, toutes les instances qui sont censées être là pour réagir pour nous techniquement ont eu 10 ans pour réagir. Tous les scandales qu'il y a autour de cette Coupe du Monde, on les a pas découverts au début de la Coupe du Monde. On était au courant, on était tous au courant. Ça passait, il y avait déjà des reportages sur tout ce qui se passait là-bas. On savait ce qui se passait. Et techniquement, on doit pas, la responsabilité ne revient pas au peuple. Parce que le peuple, déjà les journalistes ont fait leur boulot bien avant le début de la Coupe du Monde. Les gens étaient choqués par ça bien avant le début de la Coupe du Monde. Et les gouvernements ont attendu la dernière minute pour dire « Ah non, il faut boycotter, c'est pas bien ce qu'ils font. » Après avoir encaissé l'argent, wesh, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Bah, pour moi, c'est juste que l'argument que je vois souvent revenir contre le Qatar ou même la Chine maintenant, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, c'est sports washing. C'est que si vous allez mettre de l'argent, pas besoin que ce soit la Coupe du Monde, dans une équipe de foot comme, je sais pas moi, genre Manchester City ou le PSG, c'est comme si en fait vous passez une image plus favorable de vous en étant des personnes ou avec des régimes, on va dire, ou des conduites un petit peu polémiques. Mais moi, je vois le fait de pointer ça du doigt et de dire « Ah non, nous, on est meilleurs parce qu'eux, ils font du sports washing », c'est juste la même technique, mais faite par d'autres personnes. C'est ça, et en plus de ça, y a les ONG humanitaires, etc., ont déconseillé le boycott. Parce qu'elles ont simplement dit, j'ai vu ça passer un peu sur certaines chaînes YouTube, où des ONG étaient juste là comme, bah en fait, c'est déjà là. Je veux dire, s'il y a eu des victimes ou des choses pas nettes par rapport à ça, ça a déjà été fait. Boycotter maintenant, c'est trop tard. Mais je pense que des gens s'éloignent de tout ce qui est l'objectif du boycott. L'objectif du boycott, c'est de base, c'est de faire changer, d'améliorer les choses. Mais comme tu l'as dit, Sabrina, les stades ont déjà été construits, les gens sont morts, il y a eu la corruption et tout ça. Donc, si on dit, OK, boycotter aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer? C'est ça, ça ne va rien changer. Ce boycott ne va servir à rien. Tu vois, c'est juste une manière de punir, on va dire, ce pays-là, qu'on dit, ouais, boycotter. Mais c'est juste comme par rapport à... Moi, je trouve le boycott comme technique, c'est un peu con dans le sens où, genre, tu vas punir un peuple pour un régime
Oui. Que le peuple n'a pas nécessairement choisi. Parce que quand tu boycottes quelqu'un, c'est pas les gens lambda dans la rue qui ont mis le régime en place, Bah et non. c'est eux qui vont finalement, they're gonna live the brunt of it. C'est eux qui vont vivre par exemple, et ça se passe tout le temps, hein, c'est pas juste pour ce cas-là spécifiquement, hein, ça arrive tout le temps, puis... C'est ça. Puis moi, je voudrais intervenir par rapport à ça parce qu'il y a des médias français qui ont exposé cette problématique de boycott. Et puis certains journalistes français ont dénoncé l'hypocrisie des Occidentaux en disant que c'est pas parce que... Oui, alors il y a différents points qui ont été mis en avant. Le fait des droits de l'homme, des personnes qui ont été tuées, qui sont morts durant les travaux, des droits qui n'ont pas été respectés, le fait aussi de l'écologie qui est problématique, certaines par exemple par rapport à la communauté LGBTQ, tout ça des points forts qui veulent être revendiqués, mais en contrepartie, quand ce sont d'autres pays occidentaux qui font des choses horribles, ils ne sont pas pointés du doigt. Je veux juste rappeler que la dernière Coupe du Monde qui a été faite en Russie, elle a été faite après l'annexion de la Crimée par la Russie. Personne n'a rien dit. Ensuite, en 78, il y a eu la Coupe du Monde qui a été organisée en Argentine. À ce moment-là, la personne qui dirigeait le pays avait pas du tout respecté les droits de l'homme. Beaucoup de citoyens ont été tués. Beaucoup de citoyens ont été aussi mis en prison sans raison valable. Et encore une fois, même si ça a été un petit peu critiqué, la Coupe du Monde a eu lieu et il n'y a pas eu autant de polémiques autour de leur Coupe du Monde. Alors maintenant la question c'est est-ce que c'est parce que c'est un pays du Moyen-Orient? Est-ce que c'est parce que c'est un pays qui a beaucoup d'argent? Et est-ce que c'est parce que c'est un pays qui est musulman? Ok, moi j'ai un truc à dire par rapport à ça, parce que c'est un poids qui revient souvent pour moi, et j'ai du mal à voir comment les gens ils peuvent être un petit peu trop figés dans leurs expériences. Je pense que le point le plus important à noter par rapport aux droits de l'homme, par rapport à plein de choses, parce que en vrai, il y a beaucoup de choses que les organisations des droits, à laquelle toutes les ONG pointent, c'est des choses qui sont vraies. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que les pays occidentaux, c'est des démocraties, c'est des pays qui existent depuis quand même 1 ou 2 siècles. Si on prend le cas de la France, après la Révolution, c'était le règne de la terreur, c'était l'empereur Napoléon, c'était la guerre en Europe. Après, il y a eu les 2 guerres mondiales, et puis là, les choses se calment un petit peu en Europe, et on a tendance à faire beaucoup plus d'avancées par rapport aux droits de l'homme. Okay? So, ça prend du temps pour stabiliser un pays et pour mettre en place un système qui fonctionne de façon humaine. Ça vient pas du jour au lendemain, ça prend des décennies, voire des siècles. Ouais. Le Qatar, c'est un pays qui est indépendant depuis 1975, je crois, ou 1973. You know what I mean? Je sais que des fois, pour les gens qui sont là-bas, et même pour moi, hein, genre dans mes propres pays, c'est frustrant de voir que ça prend du temps pour avancer, mais sur l'échelle d'histoire humaine, c'est normal. Tu crées pas un système égal en 10 ans. Et surtout que par rapport au... Et je sais que c'est, comment dire, it's really hard to say, and maybe hard to hear as well, mais s'il y a des libertés qui manquent par rapport à certaines communautés, ce qui est tragique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore des libertés plus universelles qui manquent à un plus grand nombre de personnes. Tu vois, genre, par exemple, parce qu'en ce moment, il y a un truc qui se passe souvent aux États-Unis ou chez les Occidentaux, c'est qui va dans quelle toilette, right? Like gender questions. Pour nous, il y a des questions un petit peu plus basiques dans le sens de liberté d'expression, égalité, avant d'en arriver à qui prend quelle toilette. Il y a des choses, et it's hard to say, mais genre, c'est un travail qui se construit. C'est pas je clique des doigts et tout d'un coup comme c'est une utopie, tout le monde va bien. Moi, c'est de là où je vois l'hypocrisie. C'est pas juste l'Argentine l'a fait, Poutine l'a fait en 1900 et quelques. C'est vraiment donner du temps à des gens pour mettre en place des systèmes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le retard avec lequel ils commencent, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix de créer leur pays, de créer leur système avant, étant donné que c'était des colonies. Donc, mais that's my 2 cents on it. Non, je pense que Sofiane, tu as parfaitement raison.
C'est sûr que déjà de base, ces pays, on va dire ces anciens royaumes, empires et tout, ils avaient des systèmes qui marchaient, tu vois. Ils avaient des systèmes qui marchaient par rapport à leur réalité. Donc, si on demande à quelqu'un de s'adapter à une nouvelle réalité, il faut lui donner le temps effectivement pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut. Vous êtes venu, vous avez changé ce qui était là-bas. Vous voulez que les gens s'adaptent à vos réalités. Donnez-leur le temps et les moyens pour que cela se fasse. Mais il faut pas juger quelqu'un par rapport à ton prisme. Toi, tu as ton prisme, tu penses que, ok, les autres, ils ont exactement les mêmes conditions, la même vie, les mêmes préoccupations. C'est pas le cas. Donc, je suis désolé pour, comme tu l'as dit, les communautés qui parfois se font persécuter dans beaucoup de pays. Et puis, genre, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il y a le combat qui est fait. Et puis, petit à petit, on va arriver Avoir les à ce qu'il résultats. faut. Voilà, on va arriver au résultat. C'est ça. Ben, je rejoins Jalil et Sofiane. Et pour moi, oui, c'est une forme d'hypocrisie. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Moi, je pense que c'est principalement parce que le Qatar est un pays qui a de l'argent. Et moi, je vois beaucoup de Français être... et certains Canadiens qui sont là comme... Oui, mais c'est parce qu'ils ont de l'argent. Et j'ai l'impression que comme l'argent est un sujet un peu délicat, c'est comme si que les gens ne manquent pas spécialement dans les pays occidentaux. Tu vois, j'ai envie de te dire, il y a tellement pire dans le monde que de vivre dans les pays occidentaux. Mais l'opulence qu'il y a au Qatar dérange beaucoup. Mais aussi, on pointe du doigt tous les travailleurs, les conditions de travail pour la construction des chantiers et des stades donc de la Coupe du Monde. Mais c'est la même en France avec les Jeux Olympiques et ça on le dit pas. C'est-à-dire qu'en France, pour les Jeux Olympiques, c'est les sans-papiers qui sont en train qui sont dans les chantiers et apparemment les conditions de sécurité sont déplorables et on prend les sans-papiers parce qu'on n'a pas besoin de les payer autant qu'un Français. Parce qu'il n'y a aucune loi qui les protège. C'est ça, c'était un point que je voulais aborder. C'est pour ça que moi je trouve que c'est quand même un peu hypocrite de la part des pays occidentaux. Bon, moi je suis française, j'aime la France de tout mon amour là, et je me permets de critiquer parce que j'aimerais que certains points soient améliorés. Et effectivement, comme tu viens de le dire, les JO de 2024 vont se dérouler à Paris et comme tu viens de le dire aussi, Sabrina, les personnes qui sont embauchées pour les chantiers sont des sans-papiers. Ils n'ont pas d'assurance. Ils sont payés au salaire plus que minimum. Plus que minimum, c'est en dessous du minimum. Exactement. Ils n'ont pas de jours de congé. S'ils ne viennent pas travailler, ils ne sont pas payés. Donc, ils n'ont pas d'assurance maladie, toutes ces choses-là. Et il y a eu beaucoup de blessés et il y a eu des personnes qui sont décédées à cause des conditions de travail. Et c'est juste que c'est dommage qu'on reproche certaines choses à des pays et pas à d'autres. Si on veut être contre tout ce qui est discrimination, contre les droits qui ne sont pas respectés pour les hommes, ça doit être une question universelle pour n'importe quel pays, quel qu'il soit. C'est pas juste valable pour un pays et pas pour un autre. C'est ça, mais moi je trouve ça d'autant plus choquant pour la France parce que c'est le pays des droits de l'homme, techniquement. Et en plus de ça, et soi-disant, et en plus de ça, la ville de Paris boycotte la Coupe du Monde. C'est-à-dire que techniquement, quand il y a la Coupe du Monde dans tous les pays du monde, dans les grandes villes, on te met des écrans géants pour que les gens viennent regarder, etc. Et Paris fait partie des villes dans le monde qui ont boycotté ça et qui cette année n'ont pas mis d'écrans géants pour que les gens aillent regarder les matchs. C'est ça, il n'y a pas eu de fan zone. Donc Anne Hidalgo, qui est la mairesse de Paris, revois tes idées parce que c'est complètement débile et surtout que il y a beaucoup de médias français qui ont appelé au boycott et pour la première diffusion du premier match, il y a eu énormément de personnes qui ont regardé ce match-là sur TF1 et c'était un record d'audience. Donc on repassera pour le boycott parce qu'il n'a pas du tout été respecté. Ensuite, un autre point, moi, que j'aimerais discuter, c'est que oui,
il faut respecter les droits humains, etc. Mais les immigrants qui ont construit les stades, ils n'ont pas que construit les stades, ils ont construit les hôpitaux, ils ont construit les routes, ils ont construit les hôtels, ils ont construit plein de choses. Et dans ce cas-là, si vous voulez les soutenir en boycottant, eh ben boycottez aussi le fait d'acheter du gaz au Qatar, d'acheter du pétrole. Toutes les compagnies européennes, françaises notamment, Airbus et tout, arrêtez de collaborer, arrêtez de vendre vos choses dans ces pays-là. Si vous êtes contre tous ces points que nous venons d'énoncer, eh ben, vous, en tant que politiciens qui pouvez faire changer les choses, prenez vos responsabilités et ne demandez pas au peuple de le faire pour vous. Merci Rita Jean d'avoir appelé ça. Il y a un point qui m'est revenu, c'est que notamment au niveau de la construction de ces stades-là, il y a beaucoup de compagnies étrangères, notamment européennes, qui ont eu, ils ont eu les contrats. C'est ça, ils ont eu les contrats. Donc, si on me dit, ok, le Qatar, il traite mal les travailleurs, il les paye pas, il les met dans des situations difficiles, je suis désolé, mais c'est pas le Qatar. C'est vrai que le Qatar, il a sa part à jouer, mais les compagnies étrangères aussi, c'est elles qui sont responsables. Donc, mettre la faute sur le Qatar, c'est un peu hypocrite et c'est pas bien. Tu remarques que le monde dans lequel on vit, c'est on choisit la cible et puis on donne les informations qu'on veut, on manipule la population et malheureusement, tout le monde n'a pas le temps ou la volonté d'aller vraiment rechercher et on prend la voie la plus facile, quoi. C'est ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Et une autre chose que je voudrais aborder, c'est par rapport à la problématique et à la revendication de la communauté LGBTQ+, au Qatar. Donc, le Qatar est un pays musulman et être de la communauté LGBTQ+, n'est pas autorisé. Ok, donc on demande aux joueurs de revendiquer cette cause-là et le capitaine français de foot, qui est Hugo Lloris, a exprimé son point et je trouve que c'est tout à fait respectable de sa part, puisqu'il a dit que nous, en tant que Français, quand un étranger vient chez nous, on a envie qu'il respecte nos coutumes, on a envie qu'il respecte nos conditions. Alors nous, quand on va nous aussi dans un autre pays, on doit respecter les conditions et les valeurs. On peut ne pas être d'accord. C'est tout à fait correct, mais c'est question de respect. Et ça, je pense que c'est vraiment un point super important qui nous amène au point suivant. Les Allemands ont boycotté à leur manière cette Coupe du Monde puisque les joueurs, durant leur premier match, ont comme mis leurs mains au niveau de la bouche pour dire que le Qatar et la FIFA nous bâillonnent, notamment par rapport à la communauté LGBTQ+. Mais ce que je trouve assez hilarant, si je puis dire, c'est que cette même équipe-là a été raciste, entre guillemets, envers un de leurs coéquipiers qui était d'origine turque. Et donc, en réponse à cela, des supporters qatariens ont mis des images des footballeurs allemands en mettant eux aussi leurs mains sur leur bouche pour dire « Ok, vous boycottez, vous dénoncez le fait que le Qatar ne veut pas parler de la communauté LGBTQ+, mais vous faites de la discrimination envers des joueurs qui jouent pour votre pays. » C'est complètement hypocrite. Ça n'a aucun sens. Mais pour la communauté LGBTQ+, je trouve ça un peu... Sofiane l'a dit tout à l'heure, les pays n'évoluent pas au même rythme. Et j'ai vu ça... Non, c'est surtout que les pays n'ont pas commencé au même point. Les pays n'ont pas commencé au même point et puis n'évoluent pas au même rythme à cause de différentes choses, de leur histoire, de plein d'effets, dépendamment de chaque pays. Mais au-delà de ça... moi, j'ai vu sur AG+, mais je crois que c'est un média qatari, donc ça se pourrait que ce soit vraiment fait pour... AG+. C'est Al Jazeera. Non. C'est Al Jazeera? C'est Al Jazeera, okay. Ouais. Je sais pas, parce que dans les commentaires, les gens étaient en train de dire « Ah, c'est un média qatari, etc. » Ils sont allés justement interroger des dirigeants qataris sur la question des LGBTQ+. Et puis, un de ces dirigeants disait simplement que
les gens devaient respecter les lois des pays lorsqu'ils y allaient. Les gens devaient respecter leurs lois dans leur pays et qu'en public, la communauté LGBTQ+ n'avait pas à revendiquer ça parce que ce n'est pas dans les mœurs du pays, mais que si un couple homosexuel, par exemple, voulait venir regarder la Coupe du Monde, ils pouvaient venir prendre une chambre d'hôtel à deux et puis faire leur vie en privé, mais en public, ils devaient garder une certaine décence, si on peut appeler ça comme ça. Mais de toute manière, moi je tiens juste à préciser que dans les pays musulmans, de toute façon, même si vous êtes un couple hétérosexuel, vous ne pouvez pas vous embrasser en public ou montrer certaines marques d'affection en public. Donc ce n'est pas spécialement discriminatoire pour la communauté LGBTQ+, de ce côté-là, je tiens à le préciser. Vraiment du côté montrer son affection, etc. Parce que c'est valable pour tout le monde. C'est une culture différente où les gens sont beaucoup plus pudiques. On ne montre pas ses sentiments de cette manière-là. Donc moi, je pense que le respect va des deux côtés à partir du moment où on ne se met pas à arrêter les personnes LGBTQ+ à l'aéroport et à les mettre en prison ou à les torturer ou autre. Ça va. Mais je pense que tu as parfaitement raison, Sabrina. Et je crois que le Qatar, même avant la Coupe du Monde, il recevait des citoyens étrangers. Tu vois, il recevait des citoyens étrangers. Et puis, je pense même que c'était un des paradis pour certains d'entre eux. Tu vois, on allait, c'était la fête, la fiesta. Oui. Du coup, le pays met en place quand même des zones où des gens qui ne sont pas de leur culture ont le droit de faire certaines choses, de se comporter d'une certaine manière. Ouais. Mais on vous dit, si vous voulez vivre avec nos citoyens, genre aller dans certaines autres zones, il y a certains comportements que vous devez comme respecter, tu vois. Donc c'est la moindre des choses. Je pense pas que c'est juste de demander à quelqu'un. Tu pars chez la personne. C'est comme si moi j'allais, je sais pas, dans la maison de quelqu'un et je dis moi j'ai l'habitude de manger, je sais pas, des bananes plantains. Voilà, aujourd'hui on va manger c'est que des bananes plantains. Si je mange pas des bananes plantains, tu vas pas mourir. C'est ça, genre, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que vous me faites pas manger des bananes plantains? Mais non. C'est ça, vous ne me respectez pas, et vous respectez pas ma liberté. Oui, mais non, genre, même, c'est même le système simple dans lequel on vit. Le droit de voyage des citoyens. On dit le monde de passeport et tout ça. Les passeports, qui l'a inventé? Ouais. C'est genre, c'est pas un truc qui était culturel pour d'autres pays. Tu sais, les gens, ils voyageaient tranquillement, ils avaient leurs normes. Mais vous avez dit non, il faut un passeport. Et ils ont accepté ça. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils acceptent du jour au lendemain tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez chez vous, alors qu'ils sont supposés être indépendants? C'est vrai. Et puis, dans la même continuité, il y a eu aussi la problématique de l'alcool. Le fait que l'alcool ne soit pas autorisé au sein des stades. Beaucoup de personnes ont réagi par rapport à ça, ont été indignées, offusquées. Alors, je veux juste préciser, l'alcool, oui, il n'était pas autorisé dans le stade, mais dans les fan zones, c'était autorisé. Dans certains endroits, comme des hôtels ou des restaurants, des trucs comme ça, il y a certains endroits qui sont où c'est autorisé. Donc, les personnes qui veulent boire et se mettre à mal peuvent le faire. Le seul truc, c'est de pas le faire devant tout le monde, dans un lieu public. Et il y a des personnes qui ont interviewé les supporters autour du stade et qui leur ont posé la question, est-ce que pour vous c'était problématique? Puis des personnes qui viennent de France, d'Angleterre, d'Espagne, d'Afrique, peu importe, les Japonais également, ont tous été unanimes pour dire que c'était pas un problème et puis que nous ça nous dérange pas. Au contraire, il y a des personnes qui ont soulevé le fait que c'était comme des conditions familiales, des personnes ont pu faire rentrer avec eux des enfants, c'était vraiment quelque chose de tranquille, il n'y avait pas de baston, toutes ces choses-là qui sont engendrées par l'abus d'alcool n'étaient pas présentes. Et au final, c'était vraiment un point positif de cette Coupe du Monde. Et c'est juste que les médias en font toute une montagne, alors qu'au final, les supporters peuvent s'amuser tout autant, même s'ils n'ont pas bu. Et il y a une image qui m'a fait rire, c'est un supporter anglais, je crois, qui disait que
qui est parti au Qatar pour voir la Coupe du Monde, qui a été déçu du fait qu'il ne pouvait pas boire d'alcool, et il s'est rendu compte qu'au final c'était nul de regarder les matchs, et que c'était juste l'alcool qui le mettait dans l'ambiance, et que quand il n'y a pas d'alcool, au final le sport ne lui plaît pas. Ouais, dans ce cas-là, il peut aller voir, je sais pas moi, du figure skating ou du c'est quoi le sport là où genre ils commencent à gratter le ice pour Ouais. passer ouais. curling. Curling. Regardez du curling, Jamie. Mais juste un truc, j'ai une remarque par rapport à ça. Puis en fait, ça a fait polémique quand le Brésil a eu quand ils ont eu le droit de faire la Coupe du Monde en 2014. Au Brésil, il est interdit par la loi de vendre de la bière dans les stades. Et justement, cette loi a été implémentée durant, je crois, la fin des années 90 à cause du haut taux de mortalité des supporters brésiliens dans les stades. Voilà. Et quand FIFA est venu, FIFA a forcé le Brésil de vendre les bières parce que Budweiser, c'était le sponsor numéro 1 de FIFA. So, l'idée que l'alcool va avec le foot dans un pays comme le Brésil où genre il y a une énorme culture de football, ce n'est pas le cas. Exactement. So, tu sais, pour moi en fait c'était comme it's like a refreshing, c'est rafraîchissant de voir comme la Coupe du Monde et le football, un sport qu'on adore, sous une autre image et enjoy d'une autre façon que celle qui est toujours télévisée, genre, tu sais, en France. Ou, tu vois, bien sûr, en France, ça fait toujours plaisir de voir un drapeau algérien ou un drapeau marocain de temps en temps pour un match de Ligue 1. De temps en temps ou tout le temps, tu veux dire? Ouais, tout le temps. Mais c'est bien de voir aussi la Coupe du Monde. Like, I'm not saying que c'est la meilleure des choses, mais le fait qu'on change de pays et qu'on arrive dans de nouveaux pays où c'est de nouvelles façons de experience la Coupe du Monde, ça pourrait être un petit peu plus, pour emprunter le mot qui a été grave utilisé maintenant, a unifying thing, même si c'est un peu cringe de le dire. Ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment un bon point parce que c'est le meilleur moyen au fait de faire que le monde, comme tu l'as dit, soit uni, parce que ce genre d'événement permet de partager la culture des pays hôtes et de faire comprendre aux étrangers, aux citoyens étrangers qui arrivent dans ces pays-là, que voilà la réalité. On vous montre certaines choses, mais vous pouvez voir par vous-même et vous pouvez apprécier par vous-même. Oui, et moi j'ai une autre question pour vous. On met beaucoup la pression aux joueurs, aux footballeurs, pour faire passer des messages politiques. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que c'est à eux que cette responsabilité revient ou pas? Mais avant d'écouter votre réponse, j'aimerais vous émettre une anecdote. Donc en fait, durant des JO, il y a eu une athlète américaine qui s'appelle Catherine Sweeter, je ne sais pas si je prononce bien son nom. T'as blessé son nom. Je suis désolée, Catherine. Qui en fait était une marathonienne, et il faut savoir que dans le temps, les JO et surtout la course n'étaient pas autorisées pour les femmes. Oui, je connais son histoire. Et donc elle s'est enregistrée bien évidemment sous un nom masculin et a participé à cette course parce que elle voulait revendiquer le fait que les femmes, elles aussi, ont le droit de participer à des JO, à des compétitions sportives. Je vous mets juste le contexte, avant, même des scientifiques ont émis le fait que les femmes ne pouvaient pas courir une distance supérieure à 800 mètres puisqu'elles étaient incapables de le faire et inaptes. Et donc elle voulait comme essayer de contrer ce message-là en disant que oui, on est capable de participer à des JO et on est capable de courir plus que 800 mètres et on va pas mourir pour ça, ok? Donc c'était juste un message fort qu'elle a passé. Ça peut être vu comme un message
politique si on veut. Et féministe. Et féministe avant tout. Mais c'est ça, comme ça c'était une anecdote, mais je voulais savoir par rapport à cette Coupe du Monde-là, est-ce que d'après vous c'est aux joueurs de faire passer les messages, notamment par rapport à la communauté LGBTQ+, parce que on avait demandé à l'équipe de France de mettre un brassard avec les couleurs de cette communauté-là. Finalement, ça n'a pas été fait. Et puis j'ai demandé à plusieurs personnes qui sont en France leurs avis, et beaucoup m'ont dit qu'ils sont déçus du fait que la France n'ait pas tenu leur parole par rapport à ce point-là. Déjà, moi, je voudrais juste revenir sur l'histoire de Catherine et préciser que l'organisateur du marathon a essayé de lui arracher son numéro pour qu'elle arrête la course et que c'est des hommes qui faisaient le marathon qui l'ont entourée pour la protéger, pour qu'elle puisse finir. Donc, finalement, les gens se soutiennent. C'est grâce à eux aussi qu'elle a pu faire passer son message. Mais au-delà de ça, je pense pas que ce soit aux sportifs de faire ce genre de choses, même si de nombreuses personnes disent que le sport est politique, etc. Dans certaines occasions, je suppose qu'on peut faire passer des messages qui sont forts. Mais là, est-ce qu'on doit obliger les joueurs à se positionner? Parce qu'il y a une différence entre un sportif qui décide de prendre position et d'utiliser un événement pour faire passer un message et obliger le sportif à faire passer un message ou à prendre un risque. Parce qu'on parle d'une carrière, là, c'est leur métier. Donc, si jamais ils se font, je sais pas moi, censurés ou éliminés ou disqualifiés ou whatever, je sais pas ce qui pourrait se passer dans ce genre d'occasion, dans un pays qui n'est pas le leur, où ils ne connaissent pas les lois, bah, ça marche pas parce que je sais que Zlatan... C'est ça, je sais que... Oui, c'est ça, même emprisonné. Et je sais que Zlatan aussi a été pointé du doigt parce qu'il a pas mal contribué en faveur de la communauté LGBTQ+, en Suède. Et quand on lui a dit pourquoi il ne faisait pas plus pour eux au Qatar, il disait que le Qatar n'était pas son pays, que militer dans son pays, c'est une chose, mais militer dans un pays qui n'est pas le sien, c'est autre chose. Ouais. Donc, je suis totalement d'accord avec cette manière de voir les choses. Ouais. Moi, Ouais, pardon, je t'ai coupé la parole, vas-y. Je trouve que, déjà, tu avais parlé de la marathonienne. Je suis désolé, mais la science, on a pu déjà remarquer que la science, si on veut repartir dans le temps, la science a dit des choses que, je suis désolé, mais qui n'avaient pas de sens. Se basant sur des intérêts politiques ou sur, je sais pas, les avis de personnes. Aucun fait scientifique n'étant pris en compte. Donc, c'est même pas la peine de les citer dans ce cas-là, même si nous sommes pratiquement tous des scientifiques ici. L'autre point, c'est que quand comme tu l'as dit, Sabrina, tu prends position déjà par rapport à quelque chose auquel tu crois. Ça sert à rien d'utiliser les joueurs comme des pancartes et de leur faire des maillots avec des couleurs données, de leur faire porter certains insignes et de leur dire, ben voilà, genre, regardez, la France soutient telle cause ou le Brésil soutient telle cause. Si la cause doit être portée, il faut qu'elle soit portée par des gens qui croient vraiment à la cause. Sinon, il n'y aura pas de transmission de messages. Et quand les joueurs, ils le font, ils profitent au fait de leur statut de joueur. C'est comme si moi, j'avais une cause qui me tenait à cœur. Malheureusement, j'ai pas le crowd d'un joueur de foot. Mais si j'avais ce crowd, j'allais l'utiliser, tu vois. Donc, c'est normal que les joueurs qui ont à cœur certaines causes utilisent aussi le crowd qu'ils ont, notamment dans les stades ou sur leur communauté Instagram, Facebook. Donc, chacun utilise les moyens qu'il a. Tu peux pas imposer à quelqu'un de faire quelque chose parce que toi, ça te tient à cœur et parce qu'il a un statut donné. Je peux pas aller dire au président de la France de prendre certaines décisions parce qu'il est le président de la France. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est juste ça. Sofiane? Moi, je suis d'accord avec ce que Sabrina et Jalil ont dit. Hein. Moi, je suis quand même moitié tunisien, moitié algérien. Avant l'indépendance, il y a beaucoup de colonies qui se sont fait des équipes de foot avant d'être indépendantes. Oui. Et en fait, ils voyageaient à travers le monde et jouaient des matchs pour revendiquer un petit peu la liberté de leur pays, l'indépendance de leur pays. Moi, je suis pour. Franchement, moi, ce que j'ai trouvé, peut-être que
que c'est pas l'opinion que beaucoup de gens partagent, mais en vrai, comme étant quelqu'un qui a grandi au Qatar, le fait de voir l'équipe allemande ou l'équipe, je crois, Dutch, l'équipe des Pays-Bas, je crois, en tout cas Van Dijk, il avait Les eu quelques Dutch, c'est les propos. Allemands, non? Les Dutch, c'est les Allemands. C'est les néerlandais, c'est Deutsch les Allemands. Ah, ouais. Donc les Allemands et l'équipe des Pays-Bas, je crois, au DOT, le fait de voir qu'ils arrivent à parler du sujet, bon, oublions que ce soit ils sont forcés ou pas par leur pays, mais le fait qu'ils en parlent, et de l'autre côté, comme tu as dit Rita, les supporters répondent, c'est plus healthy. Like, au C'est moins, ça. il y a une Il y a certaine une communication. conversation. C'est Au vrai. moins, il y a une communication par rapport à quelque chose qui était ignoré avant. Et encore une fois, like, oui, c'est frustrant que ça soit lent, peut-être, qu'il y a des gens, c'est comme, plus ça prend du temps, plus des gens vont souffrir. Mais pour moi, c'est déjà un pas en avant. So, moi, je l'ai pas vu comme un truc, oh non, c'est genre, c'est trop hypocrite, nanana. It's like, at least people are doing something, at least people are talking. C'est mieux que rien, en fait. Et pour parler de points positifs, je trouve que cette Coupe du Monde du Qatar a mis en avant beaucoup, beaucoup, beaucoup de solidarité entre différents Oui. peuples, entre différentes ethnies, entre différents continents, entre différentes religions. Puis c'est un point que je veux mettre vraiment en avant parce que ça n'a jamais été autant mis en avant que durant cette Coupe du Monde-là. Et donc maintenant, on va parler des points positifs. Moi, j'irai plus loin que ça. Vas-y, je On en t'en a prie. déjà fini avec les points négatifs. Non, mais parce que Oh là on va là. pas parler. Les points négatifs, il y en a encore énormément, mais je veux quand même mettre aussi en avant les points positifs. Après, moi, je pense même Qui pas ne- qu'on parlait que des points négatifs. Hein. Genre, Non, parce que là, elle parlait des points positifs, et moi, je voulais dire, moi, je crois, like, I wholeheartedly believe que la raison pour laquelle que autant de pays africains ou de pays arabes ont eu de bons résultats, c'est à cause du crowd. Parce que c'est la première fois que ce soit dans un pays où Ouais. tellement de leurs supporters peuvent se peuvent déplacer. venir. Oui. Que c'est là où on a vu tous les upsets genre quand tu regardes les matchs le noise qu'il y a, genre quand Hakimi genre est en train de tirer sa penalty ou quand Ah ouais. ou quand les Espagnols C'est pas comparable aux c'est autres pas- c'est Coupes pas- du Monde, c'est- c'est vrai. ouais, pour moi c'est incroyable. Like, si t'es brésilien ou t'es argentin, t'es habitué de voir ça. Like, lucky you, mais genre pour nous, le reste du monde, like, c'est vraiment un truc. Moi, je pense que c'est vraiment la raison derrière les performances. Mais je te laisse finir. Genre, désolé Rita, je vais comme rapidement parler par rapport à ce que Sofiane a dit. Vous coupez la présentatrice. Quelle honte, aucun respect. Excuse-nous, tu vois, on a des sujets tellement intéressants sur le bout de la langue là. Tu sais, genre, c'est vrai ce que Sofiane tu dis, parce que même quand tu regardes en Afrique de manière générale, dans de nombreux pays africains, la diffusion de la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous le savez, les droits de diffusion ont été donnés à une chaîne ou un réseau de chaînes togolais. Donc, c'est pas Canal+ qui a eu le droit de diffusion. Pourquoi? Pas parce que Canal+ n'avait pas les moyens, mais juste parce que ce réseau de chaînes togolaises-là a un public plus large et dispose d'abonnements, de droits d'abonnement qui sont beaucoup moins importants. Donc, ils touchent à la population vraiment à la base, contrairement à Canal+, qui, elle, va peut-être sélectionner une partie de la population qui a certains moyens. C'est la même chose que avoir accès au stade, avoir accès aux billets d'avion, avoir accès aux hôtels, tu vois. Si tu veux vraiment que tous ces pays-là, qui n'ont pas les mêmes moyens, que ce soit pour entretenir leurs équipes ou pour leur donner toute l'assistance qu'il faut, puissent participer à égalité avec les autres pays, il faut que tu mettes les conditions. Ouais. Et puis, je pense que cette Coupe du Monde a permis que ça se fasse. Mais juste avant que je laisse que Sabrina puisse parler de son point, je sais pas si c'est Canal+ qui diffusait ça avant, mais Oui. actuellement c'est Being Sport qui a le monopole en fait. Et par exemple en France c'est Being Sport et TF1. Puis TF1 ne diffuse pas tous les matchs. La majorité c'est Being Sport. Puis Being Sport, il me semble que c'est quand même international. Donc au final, je sais pas oui, si ça c'est implique C'est vraiment. qatarien. C'est qatarien. Peut-être je international, je sais pas, mais moi, d'où je viens par exemple au Bénin, j'ai jamais entendu parler de Being Sport. Ah, C'est ok. genre, Mais peut-être en ligne et tout. c'est Sinon, qatarien. c'était Canal+, soit les chaînes nationales. Ok. Mais cette Coupe du Monde, ça a vraiment été différent. C'est déjà c'est togolais, tu vois. Et puis, c'est vraiment pas en mode
parce que Canal Plus chez nous, c'est genre the best. Il n'y a pas, Ok. il y a pas un truc au-delà. Ok. Donc, Bon, Sabrina, ça, je te laisse émettre ton point et ensuite je vais passer aux Oui, autres points. mon dernier point, c'est juste que j'ai l'impression qu'avec cette Coupe du Monde, les Occidentaux découvrent que le reste du monde existe, en fait. Et ils sont choqués de voir que d'autres manières de voir le monde existent et d'autres manières de vivre existent. Et ils ont vraiment envie d'avoir de continuer à imposer leur manière de voir les choses, de faire les choses, de voir le monde. Et il y a une certaine opposition où les gens sont là comme non mais nous on vit différemment, ils sont là comme non mais regardez, c'est ça la bonne manière de vivre et de voir les choses. Les gens sont là comme oui, mais non, nous on est veut bien pas. comme ça. Et c'est très drôle de voir de voir cette incompréhension dans leur tête et ce clash, parce que finalement, nous, on est conscients de leur existence, on comprend leur manière de voir les choses, et puis on accepte et on tolère leur manière de voir les choses, mais dans l'autre sens, ça se fait pas. Donc on nous parle tout le temps de tolérance, de comprendre, d'ouverture d'esprit et tout ça, et finalement, c'est ceux qui sont le moins ouverts d'esprit, c'est ceux qui sont le moins tolérants, les moins compréhensifs, alors qu'ils font face à des peuples qui ont été opprimés pendant des siècles, qui ont du mal à s'en sortir, qui continuent à souffrir encore aujourd'hui, mais on leur demande toujours plus d'efforts, alors qu'ils ont juste peut-être besoin d'aide et de soutien, ces gens-là. Ouais, moi je veux juste clarifier un point. Je pense pas que les Occidentaux ne savaient pas que ces pays-là existent parce qu'ils sont au courant. Mais je pense qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi bien, qu'il y avait autant d'infrastructures, parce qu'il y a j'entendais beaucoup de personnes dire que le Qatar c'est un pays où ils oppriment les femmes. Mais je veux juste préciser une chose, c'est que le Qatar, dans la région du Moyen-Orient, c'est l'un des pays qui donne le plus de droits aux femmes. Donc, en termes de droits, de liberté, le Qatar est de loin un des pays qui permet d'avoir des droits pour les femmes et pour d'autres personnes. Mais avant tout, je voudrais parler de la cérémonie d'ouverture qui était grandiose. On ne peut rien dire là-dessus à part dire waouh. Moi, j'ai pas regardé. C'était incroyable. Moi non plus. Bah là, We'll take your word for it. On prend ta parole, mais heureusement que je suis là. J'ai vu quelques extraits, j'ai essayé de regarder sur le YouTube de la FIFA, mais il y avait genre 1 ou 2 extraits de la cérémonie d'ouverture, c'est tout, et j'étais très surprise. Attends, qui a fait le concert de la cérémonie? Si c'est pas Magic System, c'est pas possible. Non, c'est pas Magic System. Non, c'était le chanteur de BTS. Non, mais il y avait BTS, il y avait, comment il s'appelle, Maître Gims, il y avait Maluma. Il y avait plein de stars qui venaient un peu des 4 coins du globe. du monde. Et moi, mon point que je voudrais mettre en avant, c'était le fait que durant cette cérémonie, il y a eu un message vraiment assez fort de partage, de tolérance qui a été mis en avant par Morgan Freeman, qui est un très très grand acteur américain, et aussi de la part d'un jeune Qatari qui est Ranin Moustaïr, je sais Oui. pas. Je connais pas son nom, mais je vois de qui tu parles. Mais c'est ça, c'est un jeune homme qui est comment on dit? Disabled. Handicapé. Handicapé, voilà, qui est handicapé. Et vraiment, les 2 personnes, ils ont fait une mise en scène avec des musiques, des jeux de lumière. Et ce Qatari-là a même mis à parler et à exposer un verset du Coran qui parle de tolérance et qui a été traduit ensuite en anglais. Puis je trouvais le message extrêmement fort parce que ça permet aussi de mettre en avant le fait que la religion musulmane est aussi une religion de tolérance et que c'est pas parce que le monde occidental bombarde le fait et dénonce ah oui, vous les musulmans c'est pas bien ceci cela, et ben on a vu aussi le côté bénéfique et les belles choses qui sont partagées de cette religion-là. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. J'ai aussi vu des Japonais qui ont nettoyé les stades après la fin du match. Grave respect.
très respectable. Ça a fait Ouais, beaucoup ouais. parler d'eux. Et d'autres équipes par la suite. Nihonjin Banzai! Ils sont toujours, Sugoi! ils font toujours ça. Ils sont toujours clés. Ouais. Ok. Ouais. Ils ont d'autres équipes ont également pris cet exemple-là et ont suivi le pas, notamment les gens qui ont supporté le Maroc, le Sénégal, et j'ai vu beaucoup de personnes qui critiquaient en fait en disant ah ouais mais vous de vous-même vous le faites pas et c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui le font que vous le faites aussi. Oh mon Dieu, je suis désolé, mais ces gens-ci savent pas à quoi ça sert de vivre en communauté. Mais Tu apprends de... C'est ça. Mon Si Dieu. quelqu'un Oh, fait quelque chose de bien, pourquoi tu ne pourrais pas toi aussi le reproduire? Oh, Seigneur. Vous vous rendez compte à quel point on est en train de pointer du doigt en disant ah mais parce Des que gens toi qui font tu des l'as choses bien. c'est Je suis grave. désolé, mais je pense C'est qu'il y a des grave, gens, il y a des gens, ils parlent juste pour parler, au fait. Ils Ouais, se posent non. pour se poser. C'est Ouais, ça. ouais, c'est Aussi, ridicule. un autre point positif que moi j'ai vu, c'est que les stades ont été aménagés pour les personnes handicapées qui ont des chaises roulantes et tout ça. Je sais pas si auparavant, dans d'autres coupes du monde, ça a été fait, mais là, ça a vraiment été mis en avant et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. L'ambiance dans les matchs, c'est incroyable. Je parle notamment des matchs du Maroc. Je suis pas la seule qui le dit. D'autres youtubeurs, notamment l'immigré parisien, je sais pas si vous le connaissez. Je vous invite Non. à aller voir sa chaîne. C'est un Algérien qui vit en France, qui a immigré en France, qui commente tous les matchs de cette Coupe du Monde-là. Et vraiment... Ah, c'est bon, je vois qui c'est. Ouais, je regarde souvent. Et c'est quand lui il y a des matchs. lui-même qui le dit. De l'Algérie, du coup. C'est ça. Mais lui-même l'a dit, les supporters marocains sont incroyables. Moi, j'ai une amie que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps. À chaque fois, elle m'écrit en me disant, à chaque fois qu'elle voit une vidéo des supporters marocains, c'est toujours de la bonne humeur, toujours en train de chanter, toujours en train de danser. C'est juste Ah, incroyable. basse. Et je trouve que ça met vraiment en avant la culture et les principes qui sont partagés au sein de différents pays, notamment du Maghreb, de l'Afrique. Je parle aussi de l'équipe du Sénégal durant l'échauffement qui danse. Ça te met dans une situation de bonne humeur, de partage. C'est pense juste que- incroyable. Je pense que c'est vraiment c'est en vrai de vrai tous les rassemblements, que ce soit sportifs ou politiques ou je sais pas lesquels vous voulez, mais doivent normalement représenter, tu vois, ce qu'on a sur Terre. Donc la diversité, et malheureusement c'est pas encore le cas dans tous les sports ou dans toutes les rencontres, mais je pense que c'est bien que, tu vois, on arrive petit à petit vers cette Ouais, acceptation de nous-mêmes et Oui. puis des autres. Donc c'est un bon point. Vraiment. On est venu de loin de la fameuse, bon, c'est plus pour les gens qui connaissent le foot, mais c'est comme la célébration iconique de Roger Mila, le premier joueur camerounais qui a mis un but durant la Coupe du Monde. Genre, il a commencé à danser à côté du drapeau du corner et c'était comme, maintenant c'est iconique, genre, comme truc. Puis ça fait plaisir que autant de personnes puissent le faire, puissent l'exprimer. Puis moi, c'est comme j'ai dit, moi je pense que c'est pour ça que les joueurs ont aussi bien joué. Parce qu'il y avait justement ce côté un peu de chez eux. Et voilà, quoi. Quand tu vois ça, tu peux pas te permettre de ne pas bien jouer. C'est quoi. ça, t'as vraiment une motivation, une joie qui te mène en fait à aller donner le meilleur de toi. Et en parlant aussi de tolérance, j'ai vu un commentateur qui a interviewé un supporter de confession juive qui portait la kippa, qui portait, vous savez, certaines communautés juives ont autour de la ceinture des ficelles qui en fait vraiment et mettent en avant le fait que cette personne-là appartient à la communauté juive. Et puis cette personne-là a été interviewée et disait que bah moi clairement quand je me balade dans la rue c'est obvious que je suis de confession juive et personne n'est venu m'insulter, me critiquer. Au contraire, les gens sont très tolérants, viennent me poser des questions, ont envie de savoir, on a des discussions civilisées et ça permet un échange, ça permet aussi de l'acceptation de soi et j'ai trouvé ça super important. Et c'est pas parce que c'est juste que cette Coupe du Monde se passe dans un pays musulman que ça veut dire que tous les musulmans ne sont pas capables de discuter avec des personnes d'autres confessions et ne sont pas tolérants. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça très bien.
je voudrais même rajouter que l'histoire a montré que la religion musulmane n'est pas l'une des moins tolérantes. Donc, à ceux qui veulent chercher, ils peuvent aller voir. Exactement.